Rebonjour. Bon, aujourd'hui, vous m'avez vu deux fois sur deux talks ultra différents. Donc tout à l'heure, avec Marie, on a discuté de maternité, d'entrepreneuriat et de plein de choses, de voyages, de sorties. Et là, eh bien, on va parler de choses un peu plus sérieuses, puisque j'ai pour invité docteur. Alors, je note docteur Selma Zneber, qui est pédiatre. Et on va répondre à plein de questions. Le sujet principal va être la vaccination pour que les gens comprennent ce que c'est, pourquoi, à quoi ça sert. Mais on pourra aussi répondre, je pense, à d'autres questions relatives aux enfants. Et je pense que Dr Slima sera contente d'y répondre. Donc je vais juste épingler mon petit titre. Et hop. Et je vais tout de suite inviter. En fait, aujourd'hui, je reçois un docteur et que j'avais un peu stressée parce que je recevais un docteur. Mais j'avoue que Slima, elle est super sympa. C'est un docteur super sympa. Mais j'avoue que moi, je stressais un peu d'avoir un docteur en live avec moi. Et elle me regarde. Je sais pas si les gens me voient ou pas encore. C'est bon? On est en Moi, je te direct? vois bien. Moi, je te vois bien. Moi, je te vois très bien. Ok, parfait. Écoute, je suis plus stressée que toi, si tu veux tout savoir. Parce que moi, je suis pas habituée à ces lives, donc c'est nouveau pour moi. Et on va y arriver. On va y arriver. Ça va être Mais, simple. mais absolument. Mais moi, je stressais parce que ben, moi, je ne suis pas docteur. Et mais heureusement que j'ai invité un docteur. Franchement, on est tous docteurs en quelque chose. On est tous connaisseurs en quelque chose. Moi, je suis très, très contente de partager mes modestes connaissances. Je le répète, je n'ai pas la science infuse et je ne sais pas tout, mais ce que je sais, je suis contente de le partager avec vous. Voilà. C'est trop bien. Euh, est-ce que, oui, je vais te demander de te présenter, même si je sais Alors, que beaucoup de personnes qui nous regardent te connaissent. alors, je m'appelle Selma Znebar. Donc oui, effectivement, je suis docteur Selma Znebar. Je suis pédiatre installée à Rabat, dans le privé. Avant d'être pédiatre, je suis maman de deux magnifiques bambins, Maya et Youssef, que j'aime plus que tout, évidemment. Et puis voilà. Et j'adore mon métier. Et ce que j'adore le plus dans mon métier, c'est justement de donner des conseils pour que les gens justement évitent la situation de pathologie et de maladie. Oui. Et la vaccination en fait partie, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Oui. Comme je te l'avais dit, Safia, bon, déjà on va se tutoyer, on est d'accord. Et oui, Donc comme bien. je te l'avais dit la dernière fois, je suis pro-vaccin jusqu'à un certain point et Oui. anti-vaccin jusqu'à un certain point. Enfin, je comprends les anti-vaccins, on va dire, mais j'ai des arguments aussi. Et, mes questions, je pense, pourront répondre à. J'ai très très bien préparé, tu vas voir. Tu vas être très fière de moi. Moi, pas tellement. J'étais très occupée à la cuisine. Euh, mais avant de rentrer dans notre sujet, moi j'aimerais savoir comment tu vis le confinement parce que je sais que tu travailles. Écoute, franchement, je le vis très bien. Du point de vue psychologique, ça va. Alhamdoulilah. Le début, c'était un peu pas très évident parce qu'en fait, je ne suis pas installée chez moi. Je ne suis pas dans ma maison. On est parti rejoindre ma belle-mère. Donc, c'est voilà, confidence pour confidence. Donc, c'était pas évident de s'ajuster nous-mêmes et les enfants aussi. Mais non, c'est ça notre petite routine, donc ça va. Je vais travailler tous les matins. J'ai décidé Oui, de partager ma journée en deux, en fait. oui, J'ai sciemment décidé de ne travailler que les matinées, puisque je sais que justement les parents et les enfants sont plus disponibles vu qu'ils sont dans leur maison. Donc j'ai décidé de fermer les après-midi pour pouvoir me consacrer à mes enfants, à l'école à la maison et à tout le reste. Et donc on essaye de gérer ça comme on peut. Au début c'était un ajustement, mais là on est sur les rails.
Et je suis très contente parce que c'est ce que je dis à mes patients. Quand on a envie d'être discipliné, de venir à l'heure, et ça se passe super bien. Il n'y a pas zhem dans la salle d'attente, il n'y a pas la queue, il y a pas la folie. Et puis, niveau hygiène, ça se passe très bien. Très, très bien. Euh, Ma première question, j'ai plein de questions. Vas-y. Commencer par le tout début. Euh, Quel est l'objectif de la vaccination? L'objectif de la vaccination est très très simple. C'est immuniser les êtres humains contre des maladies graves et dangereuses qui sont immunisantes. C'est-à-dire que si on fait le vaccin à cette maladie, on ne risque pas d'attraper cette maladie. Donc, on se protège de toute la gravité. Ça, c'est l'objectif individuel pour chaque personne. Donc, c'est la raison égoïste pour laquelle moi, je vais vacciner mon enfant. C'est pour que mon enfant ne soit pas touché par telle ou telle maladie. Après, il y a l'objectif collectif, la communauté, un pays, voire du monde entier. Là, maintenant, le mot à la mode, c'est pandémie. C'est le monde entier est touché en même temps par la même maladie. Donc, les objectifs secondaires de la vaccination, c'est de protéger un pays, voire le monde entier, de certaines maladies. Il faut savoir que certains vaccins maintenant qu'on reçoit sont contre des maladies qui n'existent plus, alors qu'elles existaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et c'est justement la vaccination qui a aidé à les éradiquer de manière totale. Mais on continue de vacciner pour éviter leur recrudescence et leur retour. D'accord. Et comment fonctionne un vaccin ou comment fonctionne la vaccination? Très bien. Alors en fait, pour comprendre la vaccination, il faut comprendre l'immunité. En fait, il y a deux immunités. Il y a l'immunité qu'on a, qui est acquise. Donc c'est la fameuse immunité de laquelle on parle quand on parle de bien s'alimenter, de bien dormir, de faire du sport, de manger des produits bio et sains, Et etc. qui vient de l'hygiène de vie, c'est ça? Voilà, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire et l'hygiène en général. Donc, elle va nous aider à fabriquer l'allaitement maternel, à fabriquer notre immunité innée. C'est-à-dire, c'est une espèce de barrière contre les maladies. Donc, c'est la barrière au niveau du tube digestif, c'est la barrière au niveau des sphères ORL et c'est la barrière aussi, plus on a de force, plus on a de bons nutriments dans notre corps, mieux on pourra défendre notre corps. Après, il y a l'immunité acquise. L'immunité acquise, ce sont des anticorps. Les anticorps, ce sont des petites protéines qui circulent dans le sang 24 heures sur 24, qui sont là, présentes 24 heures sur 24. Ces anticorps, ils ne tombent pas du ciel. Le corps ne les fabrique pas comme ça. Il ne les fabrique qu'après avoir rencontré pour une première fois l'antigène, c'est-à-dire la maladie. Donc, lorsque notre corps, pour la première fois, il rencontre certaines maladies, il va sécréter des anticorps contre cette maladie et pas une autre. Alors, il y a des anticorps qui durent toute la vie. Donc, quand, par exemple, une maladie comme la varicelle, une fois que je l'attrape, c'est bon, je suis immunisée à vie. C'est terminé, on n'en parle plus. Mes anticorps, si vous voulez, ils ont une durée illimitée. Ils n'ont pas de date de péremption. Après, il y a d'autres maladies où la date de péremption est très faible. C'est pour ça qu'on fait des piqûres de rappel pour pouvoir relancer la machine à immunité, entre guillemets, la machine à anticorps, pour avoir ces anticorps. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on administre le vaccin, on administre une dose infime et en général inoffensive de ce microbe. Alors quand je dis microbe, c'est virus, bactéries, parasites. C'est soit l'un, soit l'un, soit l'autre. Donc quand on injecte, parfois on injecte tout le virus, mais atténué. Donc ça s'appelle un vaccin vivant atténué. Parfois, on injecte juste l'antigène. L'antigène, c'est une petite pique qu'il y a à la surface. C'est les fameuses piques qu'on a sur coronavirus, puisque là on parle des coronavirus. On sait tous à quoi ressemble un coronavirus. Ah oui. Ce sont les petites piques qu'il y a au-dessus du coronavirus. Donc ces antigènes, ils vont, quand ils vont rentrer dans le corps, ils vont stimuler le système immunitaire pour pouvoir sécréter des anticorps contre ces antigènes et les anticorps vont circuler toute la vie. Donc, c'est comme ça que fonctionne la vaccination. On administre une infime quantité et on attend que l'immunité du corps fasse le reste. J'ai une question qui, moi, me taraude beaucoup et je pense que peut-être que d'autres personnes se posent la question. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on se fait administrer un vaccin? Comment le corps, enfin, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors, le vaccin, la plupart du temps, il est administré en intramusculaire, donc à l'intérieur du muscle. Je pense que vous savez tous que déjà à la surface de la peau et à l'intérieur des muscles, il y a des vaisseaux sanguins qui sont très fins, qui s'appellent les capillaires sanguins. Ces capillaires, ils attrapent, entre guillemets,
le virus. Alors, on ne le met pas directement dans le sang de peur que la personne fasse donc, un intraveineuse direct, de peur que la personne fasse une réaction anaphylactique, une réaction justement immunitaire beaucoup trop forte à type d'allergie qui pourrait être dangereuse pour sa santé. Donc, on l'administre en intramusculaire. Un vaccin comme le BCG, on l'administre en intradermique, donc c'est en sous-cutané dans la peau, et on attend qu'il diffuse lentement à travers ses capillaires. Donc, une fois que ce vaccin il circule dans le système sanguin, il va rencontrer le système immunitaire. Alors, le système immunitaire, il est dans les voies lymphatiques. Donc, c'est un système qui est parallèle au système sanguin qui contient, alors là, il faudra réviser vos cours de biologie, les leucocytes qui sont les globules blancs, et aussi dans les zones ganglionnaires. Donc, on a des zones ganglionnaires dans tout le corps. Et donc, c'est à l'intérieur de ces ganglions qu'il y a, entre guillemets, le virus est attrapé par la cellule immunitaire et c'est cette cellule immunitaire qui va sécréter des anticorps. Lesquels anticorps vont circuler dans le corps entier. Et donc, leur boulot, c'est quoi? C'est de circuler dans les vaisseaux sanguins à la recherche de l'antigène, donc le virus qui convient à eux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque anticorps est spécifique à un seul virus ou une seule bactérie. Donc, l'anticorps qui ne s'emboîte pas parfaitement dans l'antigène de la substance qu'on vient de vacciner, il ne va pas le reconnaître, ils ne vont pas se toucher et chacun va continuer sa balade. Donc, c'est pour ça que les anticorps, quand on dit justement, par exemple, je reviens à un sujet en fait qui m'est très très cher et que beaucoup de parents en fait n'arrivent pas à comprendre, on dit le lait maternel contient des anticorps maternels. Oui. Les anticorps maternels, ils servent à rien du tout si on n'attrape pas la maladie. Et parfois, supposons qu'une maman n'est pas vaccinée ou une maman n'a jamais chopé cette maladie. Alors, on va dire par exemple une maman qui n'a jamais attrapé la varicelle. Donc, elle n'a pas d'anticorps contre la varicelle. Donc, à partir de là, si le bébé attrape la varicelle, ben, il sera absolument protégé par les anticorps de sa maman. Pareil pour la grippe, pareil pour coronavirus, pareil pour plein de choses. Donc, les anticorps, c'est des choses qui sont spécifiques à un vaccin. Après, comme je vous ai dit, le reste de l'immunité. Moi, l'immunité, je vais vous donner une image qui m'est venue à l'esprit il y a quelques années que je donne à mes patients. L'immunité, c'est comme une passoire, en fait. Donc, si je prends de la terre ou de l'eau avec de la terre, avec des cailloux, avec des trucs, que je fais passer dans ma passoire, alors l'immunité, justement, sur laquelle on a un pouvoir qui n'a rien à voir avec la vaccination, c'est la passoire. Elle va vraiment, comme les poils qu'on a dans notre nez, comme justement tout notre tube digestif et toute la flore et toute l'immunité qu'il y a dans notre tube digestif, ils vont attraper les gros trucs. Les trucs vraiment faciles, entre guillemets, à attraper, ils vont les attraper, ils ne vont pas les laisser passer. Mais après, l'eau ne sera pas pure après la passoire. L'eau ne pourra être réellement pure et à 100% purifiée de certaines choses spécifiques que grâce à la vaccination. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, et ça se trouve dans notre public actuellement, qui sont anti-vaccination. L'objectif, ce n'est pas de les convaincre de vacciner, mais c'est de leur expliquer l'utilité de la vaccination. Parce que c'est très facile de dire, oui, c'est Big Pharma, ce sont les grosses boîtes, tout ça. Évidemment que les grosses boîtes font énormément d'argent sur la vaccination, mais je pense qu'elles s'en font plus sur certains médicaments et certains traitements que réellement sur la vaccination. Maintenant, il faut comprendre que, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon enfant, j'ai décidé de ne pas le vacciner. Il y a très peu de chances qu'il attrape plein de maladies. Donc, bien sûr, je vais être très contente. Et je vais prouver, je vais dire, moi, je n'ai jamais vacciné mon enfant et il n'est jamais tombé malade. Et je l'ai allaité et je lui donne à manger super bien et il n'est jamais tombé malade. Mais en fait, il n'est pas tombé malade parce que le voisin d'à côté et les petits enfants avec lui à la crèche, ils sont vaccinés. Donc, ils le protègent. Oui. Et justement, en parlant de ça, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les bénéfices de la vaccination? Les bénéfices de la vaccination, c'est de se constituer une immunité contre des maladies qui sont mortelles. Alors, le programme vaccinal est vaste, mais pas tellement, on va dire. Il y a certains vaccins, alors je sais que chez vous en France, je vois qu'on a une audience française, il y a eu un tollé il y a quelques mois parce que votre ministre a multiplié le vaccin obligatoire par plus l'infini. Et donc, en fait,
votre vaccination obligatoire, en fait, a rejoint la nôtre qu'il est depuis toujours. Alors, au Maroc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les calendriers vaccinaux, ils sont à peu près pareils. Donc, il y a certains vaccins, justement, tous les systèmes de santé publique, tous les gouvernements du monde, qu'ils soient de droite, de gauche, de là où vous voulez, ils savent qu'il y a certaines maladies qui sont éradiquées ou en phase d'éradication. Et ce serait un désastre, mais vraiment un désastre. Et coronavirus, c'est rien à côté de certaines maladies, parce que ce sont des maladies dangereuses, ce sont des maladies mortelles, ce sont des maladies hyper contagieuses, et ce sont des maladies qui ont décimé des populations ou bien qui laissent de lourdes séquelles. Alors, pareil, je veux répéter ce que je dis souvent à mes patients. Demandez autour de vous, vos papas, vos tontons, vos grands-mères et grands-pères. Vous avez forcément quelqu'un autour de vous qui a attrapé la polio. Alors, chez nous au Maroc, la polio, il y a une cinquantaine d'années, c'était la maladie. Et au moins une personne par famille attrapait la poliomyélite et donc se retrouver avec un handicap qu'il traîne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et maintenant, Dieu merci, grâce à la vaccination, c'est une maladie qui est éradiquée, qui n'existe plus. Mais ce serait vraiment dommage qu'elle réapparaisse. Après, il y a certains donc, vaccins qui sont obligatoires sur lesquels, comme je vous ai dit, on ne discute pas. Après, il y a des vaccins qui sont facultatifs. Alors, les vaccins qui sont facultatifs, moi personnellement, donc quand je vous disais que je suis anti-vaccin, moi, il y a certains vaccins que je n'aime pas administrer. Que je n'aime pas administrer à mes patients, que je n'aime pas administrer à mes enfants, parce que les pathologies contre lesquelles ils vaccinent sont un peu, entre guillemets, difficiles à vivre. Je pense notamment à la varicelle, par exemple, où oui, effectivement, on va attraper une fièvre, oui, effectivement, on va gratter, c'est dérangeant, bébé ne dort pas toute la nuit, c'est pas cool. Mais après, c'est pas une maladie grave, c'est pas une maladie dangereuse. Et puis, la maladie, on la connaît bien. On sait qu'elle est immunisante. On sait que si on l'attrape, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Alors que le vaccin, on ne le connaît pas super bien. On sait qu'il va immuniser pour une période de 10 ans, d'une dizaine d'années. On sait qu'on peut attraper des formes légères, très légères de la maladie en étant vacciné. Mais après, alors supposons que je vaccine mon enfant à 18 mois ou à 2 ans et qu'il est protégé pour une dizaine d'années. Alors le vaccin, il n'a pas une montre, un chronomètre pour dire « Ah ben c'est bon, c'est le jour de merde ». C'est plus ou moins 10 ans. Supposons qu'on oublie d'administrer le rappel. Eh bien, mon enfant, à 13, 14, 15, 18 ans, 20 ans, ça devient un jeune adulte. Et la maladie de la varicelle chez les jeunes adultes, c'est une maladie grave. Ça, on le sait. La maladie varicelle, elle peut aller au cerveau chez les adultes. Elle peut donner... Enfin, déjà, la maladie à vivre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que chez les enfants. Et donc, moi, personnellement, je déconseille aux patients de vacciner leurs enfants. Que leur enfant, entre guillemets, la chope en même temps que tout le monde dans la petite enfance. C'est une maladie bénigne et on n'en entend plus parler et c'est terminé. Donc voilà, ça, ce sont des vaccins qui, pour moi, alors, par contre, chez des enfants, justement, qui ont une immunité faible, ou bien chez des grands enfants, entre guillemets, qui ne l'ont pas attrapé pendant leur jeune âge, et justement, ça devient après très dangereux de vivre avec, supposons qu'on passe le bac et qu'on attrape la varicelle, qu'on est alité, on rate le bac. Supposons qu'on est une jeune femme enceinte de son bébé et qu'on l'attrape. Ça, là, dans ce cas-là, je conseille la vaccination, mais de laisser les enfants jeunes l'attraper gentiment. Oui. J'ai vu une question tout à l'heure qui est passée et je vois que tu viens d'en parler. Certains vaccins ne sont pas obligatoires. En l'occurrence, la varicelle, qu'en penses-tu? Et en fait, tu viens de répondre. Je l'ai pas vu. Hein. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la composition des vaccins? Alors, les vaccins, ils contiennent, je vois où tu vas en ils contiennent donc, comme je vous ai dit, un morceau du virus ou de la bactérie contre lesquels on veut vacciner, ou parfois le virus en entier, mais dont on atténue donc l'effet au laboratoire pour qu'il donne le minimum de symptômes et le minimum de gravité sur la pathologie. Et puis, il y a des adjuvants et des conservateurs. Alors, les adjuvants, c'est quoi? Ce sont des produits qu'on met à l'intérieur du vaccin pour stabiliser le vaccin et surtout pour potentialiser l'effet immunologique du vaccin. Par exemple, si je me fais piquer par un moustique, ben ça va rester là et ça ne va pas rentrer dans mon corps et ça ne va pas tourner, comme je vous ai dit, dans mon corps pour rentrer à l'intérieur de mes vaisseaux sanguins pour stimuler mon système immunitaire.
Donc l'adjuvant, c'est un produit qui va accompagner le vaccin pour, entre guillemets, le faire exploser, pour potentialiser son effet. Alors, je sais qu'il y a un grand débat à propos des sels d'aluminium. Alors, franchement, moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai lu sur le sujet. Et en fait, il faut savoir que les sels d'aluminium, la quantité qu'on administre pendant les vaccinations, sachant que finalement, il n'y en a pas tellement de vaccinations, c'est une quantité, mais littéralement infime par rapport aux quantités qu'on a dans notre alimentation, dans certains légumes, dans certains fruits, dans certains crustacés. Donc c'est une quantité tellement infime qu'elle n'est pas dangereuse pour la santé. D'autant plus qu'elle reste, comme je vous ai dit, il y a une réaction locale. C'est pour ça, par exemple, le BCG fait une réaction locale, que certains vaccins peuvent faire une petite boule au niveau du site d'injection. Et il y a vraiment, on parle de microgrammes, on parle de quantité, mais infime. Donc, ce ne sont pas, d'après les études scientifiques sérieuses, parce que quand on parle de science, quand on parle de médecine, il faut toujours aller vers les sources intéressantes, les sources fiables. Alors évidemment, quand on est adepte de la théorie du complot, on va dire que ces équipes scientifiques sont payées par les labos, donc on s'en sort. Nous, dans la profession médicale, et je pense que dans tous les domaines scientifiques, donc tous les gens qui font de la physique, des mathématiques, des statistiques, tout ça, ils ont des références. Alors, il y a des références européennes, il y a des références internationales dans lesquelles on met notre confiance. Parce que de toutes les manières, si on ne met pas notre confiance... Moi, je suis pédiatre en cabinet. Que sais-je? Moi, je prends le vaccin et je l'administre. Après, je lis les nouveautés, je lis les bases. Et évidemment, je fais confiance. Donc, quand on me dit qu'il y a tant de microgrammes de sel d'aluminium dans le vaccin et que c'est inoffensif, je le crois. Voilà. Je le crois. Et puis après, ma maigre expérience, vraiment, je débute. Hein, j'ai à peine 6 ou 7 ans d'expérience dans le domaine. Alhamdoulilah, jamais, aucun souci. Oui, j'aimerais juste répondre à quelqu'un qui me demande de garder le live enregistré. Oui, le live restera enregistré en IGTV. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. J'ai trouvé une manière de garder mes lives, enfin. Et donc là, je sais que le sujet en intéresse beaucoup, donc vous allez pouvoir le regarder et le re-regarder autant de fois que vous voulez. J'avais envie aussi qu'on parle des effets indésirables des vaccins. Et j'aimerais qu'on parle des effets indésirables depuis le moment où on administre le vaccin. Pourquoi mon enfant pleure au moment où on met le vaccin? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, je suis en France et ici, on a les patchs anesthésiants. Mais parfois, même avec le patch, il pleure. J'aimerais bien que tu expliques ça. Alors, on fait déjà ce qu'il faut savoir. C'est que moi, je fais beaucoup de vaccins. Et les enfants pleurent très souvent avant même qu'on commence l'acte de la vaccination. Parce que, vous le savez bien, j'ai rien à vous apprendre, si vous êtes des parents, les enfants comprennent tout à n'importe quel âge et ressentent le stress. Je ne connais pas une seule maman ou un seul papa qui soit venu avec son vaccin, avec son bébé pour le faire vacciner, zen, cool, tranquille, ça n'existe pas. Donc déjà, l'enfant rentre dans le cabinet médical hyper stressé. Ensuite, on lui fait mal, on ne va pas mentir. C'est une piqûre qu'on administre dans le muscle. Alors, comme je disais Safia tout à l'heure, le vaccin n'est pas au niveau de la peau. La crème EMLA, elle anesthésie la superficie de la peau. Donc, je ne sais pas, moi je me souviens quand j'étais partie vivre en France à un certain moment, j'étais super contente d'avoir le EMLA. Et donc, je pensais que j'allais m'épiler sans douleur. Ben, même l'épilation, même le bulbe du poil est plus profond que la partie qui est anesthésiée par le EMLA. Donc, en fait, le EMLA, on se rassure avec, mais malheureusement, non, il n'anesthésie pas. Donc, maintenant, pareil, pour revenir à la science, entre guillemets, il y a des récepteurs nociceptifs, donc c'est des récepteurs de douleur partout dans le corps, partout. Donc, évidemment, lorsque une piqûre va profondément s'insérer dans le muscle, forcément, ça va faire mal. Alors, il y a certains enfants qui sont moins sensibles que d'autres, comme les adultes. Moi, ça m'arrive assez souvent, on va dire, que les enfants ne sentent pas certains vaccins. Après, il y a d'autres vaccins, leur piqûre, je ne sais pas si c'est parfois le biseau est très pointu,
parfois, la substance qu'on injecte est douloureuse et malheureusement, on ne peut rien y faire. Ce Oui. qu'on peut faire, par contre, c'est justement de rassurer l'enfant en amont. Essayer, je dis bien, essayer d'être calme, zen. Et moi c'est un geste que j'adore faire et qui est très efficace. C'est de donner le vaccin pendant que le bébé est en train de prendre le sein. C'est super efficace parce que, comme vous savez, le sein de la maman, et de toutes les manières, le câlin de la maman en général, il donne une espèce de bien-être et calme la douleur. Donc ça, c'est fantastique. Donc, malheureusement, la douleur, c'est un fait obligatoire. Après, parce qu'on est humain et on ressent la douleur. C'est comme si je te dis, je vais te pincer et tu vas rien sentir. Ben ça, c'est un peu plus fort quand même que le pincement. Après, les effets indésirables des vaccins, il y en a qui sont spécifiques au vaccin et d'autres qui sont communs à tous les corps étrangers. Déjà, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, des fois, on peut faire un choc vagal au vaccin. Donc, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Ça fait partie des effets indésirables. Et ce n'est même pas le produit vaccin qui va donner ce choc vagal, c'est le stress ou c'est la douleur. Oui. Donc, ça fait partie des effets indésirables de la vaccination. C'est le premier avec la douleur, justement. Ensuite, on a, donc, comme je vous ai dit, certains effets indésirables à type de la fièvre ou type grosse fatigue ou au contraire grosse irritation. Alors, il y a certains qu'on va imputer directement au vaccin. Forcément, comme je vous disais, le boulot du vaccin, c'est de stimuler le système immunitaire. Donc, quand il va stimuler le système immunitaire, une des réactions du système immunitaire pour se protéger, le système immunitaire, c'est le bouclier. Pour se protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le thermostat parce qu'en augmentant le thermostat, en chauffant le corps, ça va tuer une partie ou une totalité des substances étrangères, entre guillemets, des corps étrangers. Donc, il y a certains enfants qui vont faire de la fièvre parce que leur système immunitaire, c'est sa réaction primaire. D'autres qui ne vont pas en faire. Ça ne veut pas dire que le vaccin ne marche pas. Ça ne veut pas dire que leur système immunitaire ne marche pas. Ça veut dire que leur système immunitaire, entre guillemets, s'en sort en augmentant la température en dessous du fameux seuil de 38 ou de 38 degrés et demi. Tout simplement. Ça dépend de chacun réagit et depuis toujours. Il y a des enfants qui vraiment chaque petit bobo ils vont faire un 40 de fièvre, d'autres au contraire il faut vraiment un gros truc pour faire leur 39. Ça dépend du corps de chacun. Après les réactions d'irritabilité, les réactions au contraire des enfants extrêmement abattus, assommés, pareil. Alors il y en a qui vont être imputés au vaccin en tant que tel. C'est juste notre corps qui réagit au virus atténué ou bien à la maladie qui est atténuée. Pareil, alors on va mettre, pareil que cette histoire de coronavirus, je reviens toujours au coronavirus parce que c'est déjà la mode, et je sais que tout le monde sait tout à propos du coronavirus parce qu'on a le temps de lire et de regarder. Alors, le coronavirus, il y a des personnes qui vont aller en réanimation, qui vont mourir, d'autres qui vont avoir un petit coup de froid, un écoulement du nez. C'est la même chose. Il y a certains vaccins qui vont abattre les enfants. Leur corps, en fait, c'est la réaction du corps. Quand mon corps réagit à un vaccin, il y en a qui vont vraiment stimuler un petit peu tout. Donc, ils vont tellement faire d'efforts qu'ils vont être extrêmement fatigués et abattus. D'autres, ils vont tellement faire d'efforts et leur fatigue, ils vont la ressentir par cette irritabilité, etc. Et d'autres, ceux qui ça va passer comme une lettre à la poste, tranquille. Et malheureusement, on ne peut pas prévoir à l'avance comment on va réagir à tel ou tel vaccin ou quel enfant va réagir à tel ou tel vaccin. Comme je vous ai dit, ce qu'on peut faire, nous, en tant que parents, c'est de leur donner le meilleur en amont, donc le fameux O2 du taille. Oui. Bien les alimenter, les allaiter, les protéger, etc., etc. Et puis le reste, c'est vraiment leur corps qui va réagir à sa manière. Donc, les effets secondaires, comme je vous ai dit, les principaux, c'est cela. C'est irritabilité, c'est fièvre, c'est léthargie, grosse fatigue. Oui. Ce sont des effets qui durent très, très peu. Qui vont durer 24 heures, 48 heures et qui vont disparaître. S'ils ne disparaissent pas, il faut prévenir votre médecin, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Le deuxième type d'effets secondaires, ils sont typiques au vaccin. Je pense par exemple, la rougeole, ça peut donner une mini-rougeole. Ça va donner une éruption cutanée très légère, très minime, mais qui ressemble à la rougeole. Ça, c'est un des effets secondaires de la rougeole. Le fameux rotavirus.
Le fameux rotavirus, alors, il protège contre une maladie très, 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 très grave. Pareil, je sais qu'il y a certains adultes, parce que nous, les adultes, on n'est pas vaccinés contre le rotavirus, parce qu'on ne l'a pas été quand on était enfant et on n'a pas été pendant notre âge adulte. Ce sont des diarrhées, des gastroentérites catastrophiques qui ont tué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants au Maroc il y a quelques années. Donc maintenant, c'est un vaccin qui est obligatoire. Alors, ce vaccin de rotavirus, il peut avoir comme effet secondaire, très rare, mais ça arrive, une telle inflammation, donc justement nos intestins, ils réagissent tellement à ce vaccin, qu'ils vont tellement s'inflammer, qu'ils vont se télescoper. Alors vous savez, les intestins, c'est comme un tube, c'est un tuyau. Donc, le tuyau va rentrer l'un dans l'autre. C'est ce qu'on appelle une invagination intestinale. Alors, c'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux. L'enfant, logiquement, quand ses intestins vont se télescoper, il ne va plus émettre de gaz, il ne va plus émettre de sel, il peut vomir et surtout, surtout, surtout avoir très très mal. Du coup, on surveille ces symptômes. Quand on vaccine notre bébé, il faut le surveiller. Il faut surveiller son bébé Bien sûr. tout le temps, en tout temps. Mais quand on le vaccine, il faut quand même intensifier. Moi, je conseille toujours aux mamans de vacciner leurs enfants à la veille du week-end ou bien le matin au moins. Comme ça, on a toute la journée pour voir l'évolution de notre enfant et tout le week-end pour le voir. On est avec le papa, comme ça on peut pas. Il faut directement demander l'avis de son médecin. D'accord. J'ai vu une question qui est passée. Pourquoi on recommande souvent la vaccination au dispensaire et pas chez le pédiatre? Est-ce que c'est vrai que ceux des dispensaires sont plus fiables? Alors, franchement, ça c'est une fake news, une rumeur qui a la peau dure et qui ne veut pas disparaître. Vraiment, ce sont des choses que je n'arrive pas à comprendre. Le dispensaire, c'est un lieu gratuit. Donc, c'est un lieu qui est fait pour tous les Marocains. Et ça, c'est fantastique parce que c'est la démocratie, la démocratisation de la vaccination. Il n'y a pas que les riches qui font les vaccins, il y a tout le monde. Ça, c'est le désir de l'État marocain, du gouvernement, que tout le monde soit justement ait sa propre chance dans la vie en étant vacciné. Alors, au dispensaire, il y a des points positifs. Parmi eux, le principal, c'est la gratuité et la démocratisation. Ensuite, les points négatifs, c'est que le vaccin n'est pas administré par un médecin, il est administré par un infirmier. Alors, le geste de vaccination, c'est quelque chose d'hyper simple. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne sont ni infirmiers, qui n'ont rien à voir avec la santé, qui s'injectent leur insuline, qui s'injectent certains médicaments parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer quotidiennement pour le faire. Donc, c'est un geste hyper facile. Il suffit de l'avoir appris et puis c'est bon, on le fait. Maintenant, les infirmiers, et en connaissance de cause, je le sais, quand on va au dispensaire, ils ont une certaine expérience, mais ce ne sont pas des médecins, qu'on le veuille ou non. Et encore moins des pédiatres. Alors le pédiatre, quand on se fait vacciner au cabinet de son pédiatre, le médecin nous voit d'abord avant de vacciner. Parce que justement, tout ce que je dis depuis tout à l'heure sur les bienfaits de la vaccination, c'est quand on vaccine quelqu'un en bonne santé, qui a un bon système immunitaire, qui va bien, dont le système immunitaire n'est pas occupé à se battre contre autre chose. Et cette autre chose, ce n'est pas seulement la fièvre. Au centre de santé, l'infirmier dit est-ce qu'il y a de la fièvre? Non. Ok, je balance. Le pédiatre, il va examiner, il va poser les questions, il va rentrer. Malheureusement ou heureusement, c'est ce qu'on a fait pendant 13 ans d'études. Donc, on sait poser les bonnes questions et on sait correctement examiner un enfant. Donc, ça, c'est les points négatifs, entre guillemets, c'est que le vaccin est effectué par un infirmier et non pas un médecin. Donc, du coup, et même, il y a tellement de monde que malheureusement, on ne peut pas le faire dans des conditions, justement, pareil, par rapport à la douleur, par rapport au stress, par rapport au truc où on le fait hyper rapidement, anonymement, entre guillemets. Oui. Maintenant, ces histoires de chaîne du froid, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Parce que je dis que si jamais la chaîne du froid n'était pas respectée chez les grossistes pharmaciens, si la chaîne du froid n'était pas respectée dans les pharmacies, mais il faudrait les interdire. Ce serait un danger, mais mortel. Ce serait mettre en danger des êtres humains. Parce que même ces êtres humains qui payent de l'argent pour se faire vacciner, c'est des êtres humains quand même. Donc à partir de là, ce serait criminel. Donc je ne pense pas qu'il y ait mais le moindre danger. Il y aurait le moindre danger. Ces pratiques auraient été interdites depuis toujours. Donc
je ne comprends pas. Ce sont en fait des choses qui ont la vie dure, qui ne veulent pas disparaître, ce sont des fake news qui n'ont aucun sens. Donc, moi, je reviens toujours, c'est ce que je dis à toute ma patientèle. Vous avez les moyens financiers de vous faire vacciner dans le privé. Vous avez une bonne mutuelle qui va vous rembourser une grosse partie du vaccin. Je vous conseille de venir le faire en cabinet médical parce que vous allez avoir les bénéfices qui sont justement le temps de dialogue avec votre médecin, un examen minutieux qui peut aboutir, et ça aboutit malheureusement assez souvent à un report. Je dis non, je vaccine pas aujourd'hui. Moi, ça voilà, on verra ça plus tard, mais maintenant, votre enfant ne peut pas être vacciné. Exactement. Maintenant, c'est la situation inverse, parce qu'il y a certains vaccins qui coûtent très cher. Il faut être honnête et transparent. Il y a certains vaccins qui coûtent très cher, et donc il y a certaines personnes, surtout dans notre pays et dans notre contexte économique, on n'a pas, c'est difficile de sortir comme ça 1000 ou 1500 dirhams d'un seul coup. Donc ces gens, je leur dis, mais faites confiance à votre dispensaire. Pareil, jamais je ne vais dire qu'au dispensaire, c'est pas bien. Jamais je vais dire qu'au dispensaire, c'est pas frais, entre guillemets, c'est totalement faux. Mais l'inverse aussi. Oui. Voilà. Étant enceinte, j'ai découvert que je n'étais pas immunisée contre la rubéole. À quel moment intervient cette vaccination quand on est enfant? À 1 an. À 1 an. La rubéole, c'est un vaccin joint. Donc justement, dans le public, c'est RR, c'est rougeole rubéole, donc il est administré en même temps que celui de la rougeole, vers l'âge de 9 mois au dispensaire au Maroc. Et dans le privé, c'est à l'âge de 1 an, en même temps qu'en France, avec le ROR, donc rougeole, rubéole, oréo, avec un rappel qui va être refait quelques mois plus tard. D'accord. Donc la rubéole, pareil, nous, on n'a pas été vaccinés contre la rubéole, notre génération, on va dire, des trentenaires. Maintenant, c'est un vaccin qui est obligatoire et comme je disais, il est donné en même temps que la rougeole. Donc, a priori, nos enfants ne seront plus en danger. Et c'est un vaccin qui est très important. Comme j'ai la chance d'avoir un pédiatre avec moi là et que je peux poser toutes les questions que je veux, je vais en profiter pour poser des questions personnelles. Avec plaisir. Alors, une téléconsultation avec public. C'est ça, avec le public qui nous regarde. Non, mais en fait, j'avais une question sur le vaccin du BCG. Au Maroc, je sais qu'il est obligatoire et que tu ne peux même pas inscrire ton enfant si tu n'as pas administré. C'est plus le cas, c'est plus le cas, c'est plus le cas. C'est vrai. Il y a certaines Mokata'a qui font encore de la résistance, mais c'est plus le cas. Ici, donc moi j'habite en France et donc ce vaccin-là est limite inexistant. Mais en rupture, oui. Et en fait, ils considèrent que le Maroc n'est pas un pays à risque et donc ils ne vaccinent pas les enfants originaires de pays, même si dans le pays c'est toujours obligatoire. À quoi sert le BCG et pourquoi on l'administre toujours si le Maroc n'est pas un pays à risque? Alors, le Maroc est un pays, malheureusement, d'endémie. La tuberculose est toujours aussi présente et malgré la vaccination, on n'arrive pas à l'éradiquer. Pourquoi? Parce que le BCG ne vaccine pas contre la tuberculose. Il vaccine contre les formes graves de la tuberculose. Mais malheureusement, la tuberculose pulmonaire commune, celle qu'on connaît, celle qui existe dans notre pays justement de manière endémique, on n'a pas réussi à l'éradiquer. Parce qu'on ne réussira réellement à l'éradiquer qu'après avoir éradiqué la pauvreté, l'insalubrité, la promiscuité. Et ça, justement, pourquoi la tuberculose a disparu dans les pays riches, entre les pays du Nord, c'est justement à cause de ça. C'est parce que les gens vivent dans des conditions sanitaires correctes, on va dire, à peu près correctes. Donc, du coup, la tuberculose a disparu. Ici au Maroc, on est obligé d'être vacciné contre la tuberculose parce que justement, en fonction de notre état immunitaire, en fonction de notre état de santé, une tuberculose simple, entre guillemets, pulmonaire, qui est quand même une maladie chiante, si je peux me permettre, parce que c'est déjà très fatigant, on a de la fièvre, on tousse énormément, on est un risque pour tout son entourage, mais surtout, c'est un traitement qui est dur entre 6 et 9 mois quotidiennement. C'est vraiment très, très, très fatigant comme maladie et comme traitement, mais ce n'est pas aussi dangereux que la méningite tuberculeuse ou que la tuberculose des intestins, etc. Donc, du coup, on vaccine pour éviter d'avoir des
forme grave de tuberculose. Alors, moi, ce que je conseille, je sais qu'en France, par exemple, justement, quand j'habite dans ma petite ville ou ma grande ville, que je vis dans de bonnes conditions, que j'ai aucun risque, c'est plus obligatoire parce que ce sont des maladies qui n'existent plus. Maintenant, pour des gens comme toi, des Marocains qui rentrent assez souvent dans leur pays, même si quand tu vas rentrer au Maroc, tu ne vas pas aller dans certaines zones d'endémie réellement parce que, entre guillemets, dans les beaux quartiers ou dans les machins, voilà, c'est pas. Mais ça existe encore. Il ne faut pas se méprendre, ça existe encore parce que, pareil, la tuberculose se transmet de la même manière que le coronavirus, ça se met je vais à Marjane et il y a quelqu'un qui a toussé, éternué et craché et j'attrape la même brique de lait ou le même truc et qu'après, pareil, je me ronge les ongles. Là, j'espère qu'on commence à comprendre. Je pense que toute la population est en train de comprendre ce genre de gestes. Il faut qu'ils soient abolis et qu'ils disparaissent. Mais malheureusement, ce sont des possibilités. Donc, moi, je conseille la vaccination, surtout que c'est un vaccin très facile à administrer, très facile à recevoir. Pour le coup, il y a très peu d'effets secondaires. Il a zéro effet secondaire généraux. Au maximum, on a un bouton qui va un peu gonfler et puis c'est passé. Donc, je te conseille de le faire si ce n'est pas déjà fait. Non, c'est pas fait. Tu rentres quand? Tu rentres quand? Ben, rendez-vous chez toi dans quelques mois. Avec plaisir. Alors, je vois qu'on a reçu plein de questions, donc je vais te les poser. Oui. Alors, un bébé non allaité au lait maternel sera-t-il moins protégé qu'un enfant allaité? Oui et non. Il va être moins protégé contre les maladies justement communes. Parce que par exemple, une maman qui allait et qui se chope une grosse gastro, Oui. elle va se laver les mains, mais le risque zéro n'existe jamais. Donc je peux donner à mon bébé la gastro en lui faisant des bisous, en me lavant mal les mains, en lui donnant le sein, etc. Oui. Vu que j'ai moi-même cette gastro et que je sécrète des anticorps contre cette gastro et que je les lui donne dans mon lait, oui. Ben, mon bébé sera protégé. C'est l'hiver, il y a des grosses grippes qui tournent. Moi, maman, parfois j'ai des symptômes de grippe, parfois je les ai même pas, mais je peux avoir un virus respiratoire, entre guillemets, sans pour autant en montrer les symptômes. Chance, il a moins de chances de le choper parce que, pareil, pour les mêmes raisons, je lui donne des anticorps maternels dans les maternelles. Donc oui, il est protégé. Mais par contre, si je ne lui donne pas les vaccins qui le protègent contre le pneumocoque, contre la diphtérie, contre la polio, contre, le bébé, ils sont logés à la même enseigne. Hein. Celui qui est allaité, celui qui prend des bombes, pareil, même chose kiff. Donc oui, il est protégé, mais pas contre tout. Faut pas, pareil, faut pas se faire avoir par des fake news qui disent que le bébé est protégé contre tout. Il est protégé contre beaucoup, mais pas contre tout. Est-ce qu'il y a une relation entre la qualité d'alimentation de la maman et son lait, ou est-ce que c'est le même lait chez toutes les mamans? Alors, c'est pas la qualité d'alimentation, bien sûr qu'elle intervient. Meilleure sera notre alimentation, meilleure sera notre santé, donc notre lait sera meilleur. Après, il faut savoir que les glandes mammaires, quand elles fabriquent le lait, elles puisent de nos réserves. Donc, une maman justement qui est mal nourrie, malnutrie, qui ne mange pas très bien, il y a certaines mamans en début d'allaitement qui font même des petites anorexies, qui n'arrivent vraiment pas à s'alimenter correctement. Ça ne veut pas dire que leur lait n'est pas mauvais parce que le lait, je vais essayer de trouver un exemple. Bien sûr qu'une maman qui mange très bien, qui fait du sport, qui mange des super aliments, aura un super lait. Mais les mamans qui ne mangent pas bien ou qui ne mangent pas très bien, leur lait est toujours meilleur que le lait artificiel. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, il y a des différences dans les compositions des laits, mais la base est la même. Et le lait maternel, il contient toujours le minimum, entre guillemets, du matin, il contient toujours les meilleures choses pour notre bébé et certainement meilleures que le lait artificiel. Donc, ce n'est pas un argument suffisant pour arrêter l'allaitement pour ne pas allaiter.
que pensez-vous de l'homéopathie avant et après le vaccin? Alors, faut d'abord me poser une question, ce que je pense de l'homéopathie. Oui. Alors, alors, l'homéopathie, pour moi, c'est une médecine alternative qui peut se révéler extrêmement efficace, comme elle peut se révéler totalement, qui ne donne aucun effet, on va dire, sans effet. L'homéopathie, c'est un système médical, enfin, ce sont des médicaments qui ne sont pas réellement des médicaments. Et ce que je leur reproche, entre guillemets, parce que l'homéopathie existe depuis maintenant plus d'un siècle, ils n'ont jamais voulu se soumettre, justement, à des tests. Ils n'ont jamais voulu se soumettre à des études médicales à large spectre. Parce qu'un pays comme la France, par exemple, c'est un pays qui est un très, très grand consommateur d'homéopathie. Et le laboratoire principal, qui est le laboratoire Boiron, n'a jamais voulu réellement se soumettre à des vrais tests, c'est-à-dire comme ce qu'on fait pour tous les autres médicaments, comme ce que font tous les laboratoires et toutes les scientifiques, entre guillemets, pour pouvoir attester de l'efficacité d'un médicament ou de quelque chose. On prend des gens à qui on le donne, on prend des gens à qui on ne le donne pas et on les compare. Quand on voit que les personnes qui ont reçu le médicament ont mieux vécu, entre guillemets, la maladie que ceux qui ne l'ont pas reçu, ça s'appelle l'efficacité du médicament. Donc, les laboratoires d'homéopathie n'ont jamais voulu faire cela. Donc, on ne peut pas dire oui, ça marche. Et on ne peut pas dire non plus non, ça ne marche pas. Parce qu'on a des témoignages un peu partout qui disent ah ben non, ben moi j'ai donné. Donc, c'est une étude dans un microcosme qui est ma propre maison. J'ai donné de l'homéopathie pour la poussée dentaire, j'ai donné de l'homéopathie pour l'allergie, j'ai donné de l'homéopathie pour telle ou telle ou telle chose, et ça a marché. Donc, et quand ça marche, on ne sait pas est-ce que c'est réellement l'homéopathie ou bien l'effet placebo ou la combinaison des deux. Alors, pour être honnête avec vous, moi, je suis prescriptrice d'homéopathie aux personnes demandeuses. Donc, lorsque j'ai des parents qui sont demandeurs, j'ai des parents qui, entre guillemets, y croient ou qui veulent essayer, je leur donne avec grand plaisir. Parfois, ça vient de moi, parce que justement, quand les symptômes sont légers ou quand moi, par exemple, je n'irai jamais prescrire l'homéopathie chez quelqu'un qui a des angines avec du cul, parce que je sais que l'angine avec du cul, si je ne donne pas l'antibiotique, ça va très mal finir. Et je ne veux pas risquer la vie de mon patient. J'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Par contre, des symptômes légers, justement, comme la poussée dentaire, des symptômes légers, comme justement une petite pharyngite, une petite rhino, une petite toux, une petite allergie, ça marche très bien chez certains enfants. Vraiment très, très bien. Donc, vu que économiquement, ça ne coûte pas super cher, que dans les faits, il n'y a pas de surdosage, il n'y a pas de, il n'y a pas d'effets secondaires indésirables, dangereux ou graves pour la santé. Je conseille de le donner pour ceux qui le veulent. J'ai certains parents justement que ça rassure énormément de le faire. Donc oui, il faut le faire. Et parfois, effectivement, ça marche. Et parfois, ça ne marche pas du tout. Mais on peut le donner. Je vais poser une dernière question parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur l'allaitement. Mais en fait, moi, j'ai envie de faire une autre session avec Slima sur l'allaitement. Donc, je ne poserai pas les questions aujourd'hui. Je suis égoïste. Mais il y a une question que je vois là et qui est hyper intéressante. Est-ce que le lait maternel protège le bébé uniquement durant la période d'allaitement ou est-ce que les bénéfices restent à vie? Alors, honnêtement, les bénéfices restent à vie sur plein de points. Sur la proximité de la maman, sur l'amour et puis le pot à pot, et toutes les mamans qui ont allaité savent exactement de quoi je parle. D'ailleurs, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler, alors que ça fait un an et demi que j'ai arrêté. Mais les bénéfices immunitaires, pour être honnête avec vous, ils disparaissent assez rapidement. Ils disparaissent assez rapidement. Pareil, les études disent qu'au-delà de 6 mois, il y a de moins en moins d'anticorps dans les maternelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a que de l'eau, qu'il n'y a que du lait. Il y a d'autres bénéfices et il y a énormément de bénéfices qui restent présents dans les maternelles pour lesquels il ne faut surtout pas arrêter d'allaiter à l'âge de 6 mois. Mais les bénéfices, si la question c'est sur le plan immunitaire ou sur le plan protégé contre les maladies, oui, ça dure un certain temps et ça s'arrête. Mais je le répète, parce que je sais qu'il y a certains médecins qui ont pignon sur rue,
qui disent qu'un enfant allaité n'a pas besoin d'être vacciné. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. Parce qu'un bébé allaité, il n'a pas des anticorps dans son lait maternel contre le pneumocoque, il n'a pas des anticorps contre la coqueluche. Oui. Je suis désolée. Je suis désolée. D'ailleurs, vous-même, je pense que, je ne sais pas si Safia, tu l'as fait ou pas, mais en France, on conseille aux parents, aux nouveaux parents, de se faire revacciner contre la coqueluche, Oui, 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 oui. protéger son enfant. Oui. Donc, on nous le demande. donc là, en l'occurrence, oui, quand tu te fais vacciner contre la coqueluche, au moment où tu accouches, tu protèges ton enfant, oui. Parce que déjà, tu ne l'as pas, donc tu risques pas de lui tousser dessus en ayant de la coqueluche. Et en plus, les anticorps qui ont été sécrétés après que tu aies reçu ton vaccin, oui, ils passent dans les maternelles. Mais après, non, 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 non. On protège notre enfant contre tellement de choses, mais pas contre tout, et certainement pas contre les maladies graves qui sont dans les vaccins. Donc pareil, jamais, jamais vous pourrez voir sortir de cette bouche, arrêtez d'arrêter. Ça ne sortira pas. Mais par contre, vous mentir en vous disant que votre bébé va jamais tomber malade tant qu'il est allaité, ce sont des fausses idées reçues. Il y a des mamans allaitantes qui sont étonnées de voir leur bébé tomber malade à 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais je l'allais. Malheureusement, si seulement c'était vrai, ce serait merveilleux, mais on protège énormément. C'est ce que je leur dis. Je leur dis que peut-être il serait tombé plus souvent malade ou plus gravement malade s'il n'était pas allaité. Mais les bébés allaités tombent aussi malades. Et plus le lait maternel, entre guillemets, évolue, parce que comme vous savez, le lait maternel, c'est un lait qui évolue dans la durée. Plus il évolue, plus il garde de super nutriments et donc justement, il protège l'enfant de cette manière-là. C'est ce qu'il y a de mieux pour son tube digestif, c'est ce qu'il y a de mieux pour sa flore intestinale, c'est ce qu'il y a de mieux pour son microbiote. Donc évidemment que c'est très bien. C'est comme si vous me dites, j'ai un bébé qui mange que des produits industriels transformés, qui mange que de la patate. Est-ce qu'il va avoir la même immunité que l'enfant qui mange des bons légumes bio avec de bonnes protéines? Bah, évidemment que non. Donc c'est la même chose. Le bébé allaité, il aura toujours quelque chose en plus. Oui. Mais dire qu'il sera protégé, non. Oui. Je pense qu'on a terminé parce qu'il reste 5 minutes avant que Instagram nous coupe. Donc, merci beaucoup, Selma, pour toutes ces infos. Oui, bien sûr, vas-y. Non, je veux juste répondre à une question que je vois devant moi là. Quels sont les effets négatifs sur le long terme? Franchement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que des effets positifs. Les effets positifs de la vaccination, c'est que notre enfant est protégé contre certaines maladies. C'est pareil, c'est comme s'il sort couvert dehors avec un bouclier qui va le protéger de certaines maladies. J'ai exprès, d'ailleurs, je t'en avais parlé avant le live, j'ai pas envie de faire peur, j'ai pas envie d'être alarmiste, mais je vous jure que ce sont des maladies très très graves. Ce sont des maladies que j'ai étudiées, que j'ai appris par cœur pour pouvoir être médecin et pour pouvoir être pédiatre. Et je peux vous assurer que je suis très contente qu'elles soient super rares, même s'il y en a certaines qu'on voit encore, notamment la coqueluche par exemple. La coqueluche chez des bébés non vaccinés, ça peut les emmener en réa et plus malheureusement. Donc ce sont des maladies extrêmement graves. Dieu merci qu'on a un moyen de s'en prémunir. Sur le long terme, pareil. Alors, il y a certaines rumeurs qui vont parler justement du fameux autisme, qui vont parler de la sclérose en plaques, qui vont parler. Il n'y a aucun lien de cause à effet qui a réellement été établi, alors que ces rumeurs, elles sont là depuis très très longtemps. Franchement, si ça existait réellement, je pense qu'il y aurait eu maintenant des bases pour pouvoir en parler et donner des réelles directives. Donc, après, oui, le BCG, il va avoir une trace qu'on va garder toute la vie, si vous considérez ça comme un effet négatif. En fait, moi, je n'ai pas de trace du BCG parce que ma mère a eu la bonne idée de le faire sur le pied. Ah, ouais. Super. Pour les mamans qui ont besoin de nous, ici, c'est plus esthétique que celui qui est ici. Ben, c'est excellent. Voilà, merci beaucoup Slima d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Pour toutes ces réponses hyper intéressantes. Merci beaucoup. Qui, je suis sûre, vont aider beaucoup de mamans.
Et voilà, je garderai pour les personnes qui me demandaient la vidéo, elle va rester. Et je vais bientôt prévoir avec Selma une session sur l'allaitement. Elle ne le savait pas, mais là, elle le sait. Oh bah, avec plaisir. Moi, pour le coup, ce sont des sujets comme l'allaitement, vu que je l'ai vécu et vu que je le conseille et vu que je connais ses effets, mais avec grand, grand plaisir. Et là, ce sera la pédiatre et la maman allaitante qui va parler. Oui, parce que j'aime bien parler de moi aussi. c'est exactement ça. Je vois ma mère qui écrit bravo les filles. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci pour les commentaires. J'en ai vu beaucoup aussi. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Merci. Moi aussi, j'en ai reçu. Merci, merci Selma. À très, très bientôt. Bon dimanche. Et bon courage pour les Marocains à 40 degrés. Hein. Bon courage. Bon courage. bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.